Et donc, en fait, le thème suivant vient déjà d'être abordé, notamment à travers la dépression postpartum. Et puis, on l'a évoqué aussi déjà au fil de la présentation de ce matin. Il s'agit donc des questions des multimorbidités et pathologies associées. Donc, j'invite à me rejoindre Hélène Gaudin, le professeur Iman Abou, le docteur Kayat et le docteur Arthuis. Puisque donc la complexité de la prise en charge de l'épilepsie en fait vient aussi de l'importance de plusieurs pathologies qui s'associent à elle. Ça peut être des aspects neurologiques, cognitifs, psychologiques, sociaux. Ça commence à être mieux connu, mais il reste beaucoup de progrès à faire pour améliorer leur prise en charge, comme je crois va nous l'expliquer Hélène Gaudin, qui a donc piloté le groupe de travail d'Épilepsie France sur ce thème. Merci beaucoup. Alors, en effet, on a beaucoup travaillé depuis un petit peu plus d'un an sur ce thème qui, me semble-t-il, suit celui sur lequel on avait déjà travaillé dans le premier livre blanc et qui est le diagnostic et parcours de soins. Avant tout, j'aimerais remercier bien sûr les médecins qui se sont associés à notre travail et qui sont là aujourd'hui. Le docteur Gradel qui avait beaucoup travaillé aussi et qui avait fait la conférence au village des épilepsies à Cognac sur ce thème-là et qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Et puis un grand merci à mes collaborateurs qui ont travaillé sur ce thème et dont certains n'ont pas pu venir non plus aujourd'hui. Merci pour tout le travail que vous avez apporté et toutes les sources que vous avez fournies. Alors, pourquoi multimorbidité? Parce que l'épilepsie ne s'arrête pas seulement qu'aux crises. Beaucoup pensent que l'épilepsie, c'est les crises, on prend des médicaments et puis basta. En fait, derrière, il y a tout un panel de ces travers de l'épilepsie qui représentent je dirais, un plus lourd fardeau que les crises. Enfin, ça vient s'ajouter. Du coup, multimorbidité, ça veut dire quoi? En fait, c'est pourquoi comorbidité et multimorbidité. Comorbidité, c'est une maladie associée à l'épilepsie, et multimorbidité, c'est plusieurs travers de conséquences qui viennent s'ajouter à l'épilepsie. Je ne sais pas, je passe ou la diapo, voilà, c'est ça. La seule chose, c'est que, alors je pense que les médecins vont peut-être pouvoir apporter leur savoir là-dessus, mais en fait, c'est qui de l'œuf ou la poule est responsable finalement. L'épilepsie peut causer des comorbidités, mais les comorbidités peuvent être aussi la cause de l'épilepsie. Alors, les comorbidités ou effets secondaires des traitements, troubles malheureusement psychiatriques, la dépression. On verra les chiffres tout à l'heure, mais je peux avancer certains chiffres qui, malheureusement, les risques de suicide ou les idées suicidaires sont de 3,4 à 5,8 fois plus élevés avec l'anxiété, les spectres autistiques, et puis tous les troubles cognitifs, alors qu'ils ne sont pas rares du tout, qui sont les troubles de l'attention, l'hyperactivité, l'apprentissage. Je pense que le docteur Iman Abou nous en dira un petit peu plus long, surtout sur les troubles cognitifs de l'enfant. Et puis les autres troubles musco. Alors franchement, il y a un panel de troubles. Si je devais les citer tous, vous me gardez encore pendant 2 heures. Mais voilà. Alors c'est vrai que le chiffre qui apparaît là, vraiment, je ne l'ai pas inventé. Je suis allée un petit peu fouiller dans toutes les sources. On annonce que 26,8 à 84% de patients épileptiques ont au moins une pathologie associée. Alors le chiffre est large. Mais en fait, le docteur Gradel m'avait dit, mais il n'est pas dingue, parce que vraiment, il y a une fourchette selon les pathologies associées qui sont vraiment énormes. Alors, je ne veux rien rater, j'ai pris des notes. Le fardeau des comorbidités, vraiment, s'ajoute à celui de l'épilepsie. Et vraiment, pour moi, c'est vraiment très, très lourd. Je suis écoutante, comme de nombreux de mes collaborateurs. On reçoit des témoignages. Et franchement, ce qu'ils me racontent,
c'est parfois assez effrayant. Ce que je peux en retenir, c'est que quand ils vont consulter, ils parlent de leurs troubles, ils parlent de leur lenteur, de leurs problèmes de mémoire, etc. Le soignant va focaliser sur le nombre de crises, mais selon le neurologue qui les reçoit, vraiment ce qui compte, c'est essayer de stabiliser l'épilepsie. Et je pense, enfin j'ai l'impression en tout cas, selon les témoignages, qu'on n'écoute pas assez ces troubles-là qui viennent s'ajouter et qui sont pour moi encore plus lourds à porter. C'est les témoignages que je reçois. Je pense qu'il y a une sous-estimation de ces symptômes-là et peut-être un manque d'écoute selon les médecins. On focalise vraiment sur le nombre, l'intensité et la fréquence des crises. On doit identifier et traiter surtout ces comorbidités. Mieux prendre en charge l'épilepsie et là, on n'invente rien. On est parti des recommandations de la Haute Autorité de Santé. Essayer de rechercher les comorbidités cognitives et psychiatriques. Je dis bien psychiatriques. Les prendre en charge rapidement et ça, dès le diagnostic. Voilà. Évoquer la dépression intercritique ou la dépression toxique ? Absolument. Alors, dans nos recherches et dans la recherche des troubles, on s'était arrêté sur... on a beaucoup travaillé, c'est notre collaborateur François Latour qui nous avait fait un résumé vraiment très développé sur le syndrome de psychose post-ictale. Je préfère laisser les médecins en parler, mais c'est quand même quelque chose d'assez terrible. Et il n'est pas fréquent, mais il n'est pas rare non plus. Et il vaut mieux l'identifier le plus tôt possible parce que les conséquences peuvent être terribles. Est-ce que je peux vous laisser en parler ? Est-ce que vous voulez d'abord finir sur ce que vous demandez ou vous voulez qu'on interagisse ? Je pense qu'interagir, c'est pas mal sur les chiffres, sur les troubles que j'ai évoqués et puis sur le syndrome de post-ictale. Je ne sais pas qui c'est qui veut commencer. Alors, peut-être du coup, on commence avec vous, professeur Imanabou, un peu sur aussi aider à décrypter la poule et l'œuf, c'est-à-dire oui, que comment ce cerveau malade peut avoir différents types de dérèglements qui créent différents types de troubles, dont les crises. Merci beaucoup déjà pour ce résumé. J'ai vu que vous aviez envie de dire beaucoup de choses, mais ce que vous avez résumé est extraordinairement clair et vrai. Et donc, merci pour ça déjà, pour commencer. Effectivement, il faut bien comprendre. D'habitude, je suis très mauvais dessinateur, mais j'aime beaucoup à la consulte, quand je discute, faire un dessin. Et d'ailleurs, j'utilise un terme qui fait beaucoup rigoler dans les congrès, surtout les anglophones. Je dis le ménage à trois. Et parfois à 4. Et là, toute la salle, avec le puritanisme, et genre la française, qui est complètement dans les ménages à 4. Mais bon, tout ça pour dire, et vous allez voir où est la poule et où est l'œuf, je vais y arriver directement, c'est que nous avons un cerveau qui dysfonctionne. Que l'on ait une cause génétique, on en a parlé, que l'on ait une cause malformative, que l'on ait une cause métabolique ou autre. Le cerveau qui va dysfonctionner, il peut donner, à cause de la dysfonction en elle-même, des crises qui sont une manifestation d'un dérèglement de l'excitabilité, mais aussi ça va donner des troubles cognitifs, des anomalies psychiatriques, des désordres psychiatriques et des troubles qui sont du registre cérébral et du dysfonctionnement cérébral. L'épilepsie, donc vous voyez mon schéma, on a en haut le dérèglement du fonctionnement cérébral, ça va donner et des crises et ça va donner
des problèmes autres. Et à différents degrés, ça veut dire, moins on a une maladie cérébrale importante, plus les crises sont presque elles-mêmes les maladies, et plus la pathologie cérébrale est importante, plus on a beaucoup de développement, je suis neuropédiatre, et de troubles, ce qu'on appelle les autres morbidités. Maintenant, les crises en elles-mêmes, les crises, l'activité des crises et de l'EEG, peuvent aussi aller altérer le cognitif, peuvent aussi donner un impact sur le développement. Du coup, et n'oublions pas les médicaments qui sont là, c'est le quatrième, le ménage à 4. Vous voyez mon schéma. Les médicaments peuvent être efficaces sur les crises et nous en sommes ravis. Ils peuvent l'être un peu moins et on en est un peu malheureux, mais surtout, il faut faire gaffe. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire sur le côté cognitif et développement? Et je termine en disant, je donne toujours l'exemple, je parle de benzodiazépine, le benzodiazépine étant une molécule que l'on utilise beaucoup dans les états de mal, dans les crises rebelles. Et quand on met de très grandes doses, l'enfant, il est endormi, il est aux soins, il est parfois en réanimation et les crises s'arrêtent. Mais est-ce que l'on peut garder ces doses de ce médicament dans la vie de tous les jours? Bien sûr que non. Donc, l'introduction est qu'on est dans ce cercle-là, mais n'oublions pas qu'il y a aussi des épilepsies où la maladie en elle-même du cerveau, elle est à minima, et ce sont les épilepsies les plus fréquentes, et on va travailler sur le côté morbidité, comorbidité, et où l'équilibre de l'épilepsie peut beaucoup aider. Voilà. Merci. Et peut-être du coup, Dr Khayat, si on enchaîne sur ces notions, répondre à la partie, cette focalisation sur on détruit les crises, et ce qui est sous-entendu par ce ménage à 4 du professeur Nabou, c'est-à-dire l'idée que non, en fait, peut-être qu'il ne faut pas juste chercher à faire disparaître toutes les crises, mais jongler au cas par cas avec chaque patient en fonction de ses priorités, et essayer peut-être de nous expliquer un petit peu plus, effectivement, comment ces traitements peuvent, vous l'avez déjà laissé entendre, un peu éteindre le cerveau, et comment est-ce que vous construisez ça ensemble avec les patients? Non, mais là, c'était parce que vous parliez des benzodiazépines à très forte dose. Voilà. Oui, en effet, il faut jongler avec les traitements. Bien sûr qu'il faut aider en fonction du patient qui est en face et juger l'état du patient. On pourrait dire aussi qu'on pourrait mettre aussi quelques traitements des fois en fonction aussi de l'état du patient. Par exemple, on pourrait dire que quand un patient a des troubles du sommeil, on sait que certains médicaments favorisent le sommeil. On pourrait aussi jongler dans ce sens-là, à jouer sur les effets secondaires des médicaments. Mais ça, on peut le faire que si on connaît bien le patient, qu'on a su l'analyser et qu'on a pu comprendre quels symptômes il a aussi. Hein. Donc on peut jouer sur ces éléments-là. Tout en disant aussi que ce qui est important aussi dans ces troubles de multimorbidité, c'est que bien sûr, on a regardé le côté pédiatrique, mais ces troubles-là restent aussi chez l'adulte, hein, et ils sont toujours présents, hein, et surtout s'ils ont été présents chez l'enfant, ils vont être encore plus présents chez l'adulte. Et aussi, peut y avoir aussi des troubles qui n'étaient pas présents chez l'enfant, et qui vont se développer chez l'adulte. Hein, et ça, c'est important aussi de le dire, c'est important de les déceler, c'est important de continuer à faire des bilans, de continuer à faire des bilans neuropsychologiques aussi chez l'adulte, ça peut nous aider aussi au point de vue cognitif. Et c'est vrai que je suis un peu surpris des fois, quand on s'occupe d'adultes, que les gens ils disent « mais auparavant, il n'avait pas de pathologie psychiatrique, il n'avait pas ces troubles auparavant. » Et les choses vont se développer à certains âges, à certains moments. Et c'est ça qui est important aussi de dire que ces trucs de troubles de morbidité peuvent apparaître tout le long du parcours du patient épileptique. Alors, je vais rajouter un élément important aussi de ça, parce que ça, c'est ma vision, parce que je suis à la fois pédiatre, mais aussi je m'occupe d'adultes. Hein. J'ai travaillé pendant 6 ans à la TEP, où il y avait des épilepsies pharmaco-résistantes avec des gens adultes. Et j'ai bien compris aussi que dans ce parcours-là, que peut-être, si on avait peut-être été un peu plus aidant il y a 5 ou 7 ans,
peut-être on n'aurait pas les mêmes troubles maintenant. Je dis peut-être, hein, mais en tout cas, si on les avait décelés, si on avait fait un état des lieux et qu'on avait pu aider plus tôt, ou si on a été plus franc aussi pour dire les éléments des troubles psychiatriques, peut-être la vie serait un peu différente aussi chez l'adulte. Je dis peut-être, hein, il faut bien mettre ça avec des points d'interrogation, mais on peut le faire, même si on ne l'a pas fait plus tôt, on pourra le faire plus tard. Mais en tout cas, il faut résoudre les problèmes un par un. On ne doit pas gérer dans l'enfance que la problématique des traitements. On doit aussi gérer les troubles qui apparaissent, qui vont apparaître avec l'adolescence, qui vont apparaître avec la pharmacosystème. Et on sait qu'à un moment, il peut y avoir aussi des troubles psychiatriques qui vont apparaître. Et donc, il faut faire le diagnostic. Il faut aider les patients par rapport à ces éléments-là, quoi. Et juste pour revenir au début, si je peux me permettre, peut-être, professeur Nabou, la grande difficulté, justement, c'est aussi que quand les traitements contre l'épilepsie ont été mis en œuvre, tout va un peu être mis sur leur dos. C'est-à-dire que ça va masquer ou ça ne va pas permettre de prendre en compte et d'identifier des troubles de l'apprentissage et des troubles de comportement qui, en plus, tant qu'à faire, vont avoir des formes atypiques et donc ne pas non plus faciliter l'identification d'un trouble de l'autisme ou d'un... Enfin, voilà. Oui, je veux bien entendre ça, mais ça me fait tout de suite penser à l'importance de ce que madame aussi vous avez dit, c'est le diagnostic de ces troubles et savoir les identifier et proposer comment les identifier. Et dans ça, on discutait en même temps entre nous, c'était pas très bien, mais tout de suite, ça nous a fait penser aux besoins, pas seulement d'en parler et d'écouter. Et c'est très drôle parce qu'on dit toujours entre nous, les patients rentrent, ils veulent tout de suite rentrer. Oui, ils s'assoient. Il n'a pas fait de crise depuis la dernière consulte. Ou bien il s'assoit, voici le carnet de crise. Et la première chose que l'on dit, et à plusieurs reprises, bon, asseyez-vous, respirez un petit coup et dites-nous comment votre enfant va. Et quand l'enfant est capable de s'exprimer, comment l'enfant il va. Donc je reviens sur le fait, c'est vrai, on focalise parfois un peu sur les crises, mais c'est vrai aussi que dans le temps imparti, tout le monde, même les parents veulent en parler. Donc, je reviens au diagnostic précoce. Bien sûr, les médicaments peuvent donner des effets, mais les médicaments, je suis désolée, je ne connais pas beaucoup de médicaments qui donnent un syndrome de l'autisme chez l'enfant avec des diagnostics d'autisme. Donc, cette idée parfois reçue que le médicament a donné ça, depuis qu'il a le médicament, il est devenu comme ça, c'est quelque chose qu'il faut peser, raisonner et discuter, parce que j'ai commencé par dire il y a des médicaments qui ont des effets clairs, nets et précis, mais la majorité des médicaments utilisés dans la mesure personnalisée aux patients, on connaît ce qu'ils peuvent donner et on sait revenir là-dessus quand ça donne ça. Les dépressions avec certains médicaments, on le connaît bien. Les troubles du comportement avec certains médicaments, on le connaît bien. Donc il faut surtout faire attention, je parle beaucoup de l'enfant, que dans des épilepsies où les troubles apparaissent avec le développement de l'enfant, un enfant qui ne parle à l'âge de 1 an, on ne peut pas savoir s'il va avoir des troubles du langage. Donc, ce n'est pas parce qu'on lui a donné un médicament à l'âge de 1 an qu'à l'âge de 3 ans, il n'a toujours pas parlé. Donc, ce sont des choses qui ont besoin de temps, qui ont besoin d'évaluation. On parlait du diagnostic, de l'évaluation, et pour lesquelles, malheureusement, répété à un sens, je ne sais pas, nous n'avons pas assez de moyens et d'experts disponibles partout, dans tous les centres. Je ne prêche pas pour ma paroisse, parce que de toute façon, un centre ne pourra jamais rien faire, même 4 centres, même 10 centres. Il faut que ceci soit accessible. Et je termine. Une fois que c'est diagnostiqué, le drame peut encore être plus important parce que la prise en charge
les gens, mais on ne va pas être pris en charge à l'hôpital, on ne va pas voir la pédopsychiatre qui nous a vus. Non, ils reviennent 1 an après, on n'a pas pu trouver l'orthophoniste, on n'a pas pu trouver. Je m'arrête là. C'est ce qu'on dénonce. Mes collègues et oui, mais en bon, parler. Donc c'est besoin de moyens et de prise en charge un peu défaillante. Mais justement, je voulais qu'on développe un petit peu tous ces troubles et notamment, enfin moi j'ai une étude américaine qui démontre qu'il y a quand même 12% de personnes épileptiques qui présentent aussi des symptômes bipolaires, par exemple. Enfin, c'est une étude américaine. Peut-être que les Américains sont peut-être moins. Ceci dit, par exemple, le syndrome de post-ictal, même s'il n'est pas fréquent, il y a quand même 7%, je crois. Et du coup, c'est quand même pour moi quelque chose de dramatique et de très grave. Donc, je me présente, docteur Artus. Moi, je vais finir par parler, du coup. Je suis désolée. Donc, je suis psychiatre et pédopsychiatre. Du coup, c'est bien parce que j'ai aussi l'expérience des enfants et j'en vois toujours. Et je travaille du coup au service d'épilepsie du professeur Bartholomei, du coup en collaboration étroite avec des neurologues, ce qui est vraiment la force qu'on peut avoir à Marseille. Et donc du coup, je suis très sensibilisée à ce handicap invisible, puisque étant donné que je n'ai pas cette compétence de changer leur traitement antiépileptique, ma position permet peut-être aussi aux patients de déployer aussi leurs difficultés au sens général, et donc on va essayer de parler de leur santé mentale. Et pour parler des multimorbidités, je pense que la santé mentale, c'est un petit peu le centre de parfois plusieurs pathologies qui vont se développer chez l'individu, que ce soit l'épilepsie, puisqu'on connaît de plus en plus le lien entre le stress, qui est quand même le facteur le plus rapporté comme déclencheur de stress chez les patients. Déclencheur de crise. De crise, pardon. Ouais. Donc du coup, et parfois aussi de la migraine, on a vu que c'est une comorbidité présente. Moi, j'ai pas mal de patients aussi qui ont de l'asthme. Et parfois aussi des crises qu'on appelle fonctionnelles, qui sont des crises où il n'y a pas de décharge épileptique, mais qui se manifestent comme une épilepsie, sans décharge épileptique et qu'on appelle des crises fonctionnelles. Donc moi j'ai des profils de patients avec plusieurs types de crises comme ça, et donc finalement la démarche ça va toujours être d'identifier les facteurs de stress et de s'intéresser au sujet derrière la maladie et comment il va au sens large, et d'essayer en agissant sur ces leviers finalement d'apporter un mieux-être qui va peut-être pouvoir diffuser à la fois sur l'épilepsie mais aussi sur sa santé au sens global en fait. Et finalement, en tant que psychiatre en épilepto, je me retrouve à cette place d'essayer de voir les choses de manière un peu plus globale, parce que je prends plus de temps du fait de la particularité de cette spécialité. On est formé à prendre quand même plus de temps que dans le reste de la médecine, mais c'est un peu dommage. Finalement, tout médecin devrait prendre le temps, je pense. Mais c'est vrai que moi, en tout cas, ça fait partie des choses. Et donc, du coup, finalement, prendre en compte la santé mentale va permettre, sans parler d'arrêter les crises, mais en s'occupant de cette partie-là, parfois, on se rend compte que ça peut calmer l'épilepsie parce que simplement la personne va mieux au sens général, que ce soit avec des traitements ou avec des méthodes complémentaires. Il y a beaucoup d'études sur l'impact de la musique, du sport, beaucoup de choses qui vont agir à la fois sur le cerveau épileptique, le corps, et qui vont aider en fait le patient à faire face beaucoup mieux à sa maladie. Donc j'essaye de remettre un peu les patients dans cette démarche-là, et plus simplement, ok, j'ai des crises, je veux un traitement pour arrêter les crises, parce que c'est forcément, je ne vais pas pouvoir faire ça moi en tant que psychiatre. Voilà. Pour après répondre sur la psychose post-ictale ou le trouble bipolaire. La psychose post-ictale, du coup, c'est un trouble délirant qui peut arriver après une crise d'épilepsie, qui est très tabou puisqu'on a beaucoup de mal à parler de psychose ou de symptômes délirants, mais qui en effet se soignent très bien, beaucoup mieux que les psychoses de psychiatrie auxquelles moi j'ai été plus confrontée avant. Et en fait, on pense que c'est lié à la perturbation de la conscience que l'épilepsie va induire, qui fait qu'au moment du retour à la conscience,
le patient finalement ne revient pas complètement et va commencer à rentrer dans des pensées délirantes. Et souvent, en quelques jours, ça revient dans l'ordre. On va donner un traitement juste pour permettre à la personne de ne pas être trop effrayée par ce qu'elle vit. Je ne connais pas exactement les chiffres. C'est vrai que c'est quelque chose qui arrive et qui peut quand même être le révélateur d'un trouble psy un petit peu entre les crises qui va s'exprimer à ce moment-là. Donc il faut être vigilant si quelqu'un développe ça aussi, à savoir comment ça va en général. Et pour ce qui est du trouble bipolaire, j'en ai pas beaucoup dans ma pratique. Et c'est vrai que ce qui est compliqué avec les statistiques, c'est que selon l'échantillon auquel on s'intéresse, si c'est des échantillons de CHU, on voit les patients les plus graves, ou des échantillons de population générale, on ne va pas du tout avoir les mêmes chiffres. En tout cas, moi, dans ma pratique, j'en ai 2 qui ont les 2. Donc, je ne sais pas si c'est représentatif. J'ai 7% des épilepsies du lobe temporal. Voilà. Alors, les chiffres, il y a des études qui disent que le chiffre n'est pas augmenté. Il y en a d'autres qui disent que oui. Moi, mon impression clinique, c'est qu'il n'y en a pas plus chez les épileptiques. Mais en tout cas, il faut savoir y penser et le traiter si c'est nécessaire. Voilà. Merci. En tout cas, ce qui est important à dire, Hélène, c'est qu'on peut avoir une épilepsie et des troubles psychiatriques associés. C'est ça qui est important. Ça fait partie des comorbidités. C'est ça qui est important à donner comme message, et qu'il faut aider sur l'épilepsie et qu'il faut aider sur les troubles psychiatriques. Et qu'il faut diagnostiquer le plus tôt possible. Bien sûr. Et là, je n'invente rien, parce que la Haute Autorité de Santé a redéfini tout ça, attire l'attention sur justement cette nouvelle classification des épilepsies. Alors, en 3 niveaux, peut-être que vous pouvez l'expliquer mieux que moi, mais donc selon si on se situe sur le stade 1, 2 ou 3, en fait, la recommandation de la Haute Autorité de Santé attire l'attention sur rechercher des comorbidités cognitives et psychopathologiques à chaque consultation médicale, et ce, dès le début de la maladie. Un bilan neuropsychologique doit être systématiquement effectué en cas de plainte de la personne épileptique ou de son entourage, de diminution des performances au travail, de situation à risque, si l'examen clinique met en évidence des troubles neurocognitifs. Alors ça, enfin, je veux dire, voilà, c'est établi, c'est la Haute Autorité de Santé. Si on faisait comme ça, évidemment avec des moyens, j'insiste, ben, je pense que les choses iraient beaucoup mieux. Je vais peut-être... c'est tout à fait ça, en effet. C'est pas ça. Le point, c'est qu'aujourd'hui, nous avons, encore une fois, je parle en pédiatrie, d'épilepsie, de type d'épilepsie, où on sait que ces morbidités et ces troubles cognitifs et ces troubles des ordres psychiatriques sont vraiment importants, fréquents. Et ces enfants-là, on essaie de leur faire un suivi presque présymptomatique. Ça veut dire on fait un suivi de prévention dès que l'on a ce diagnostic, comme je disais, pour pouvoir intervenir précocement. Mais je reviens à ce que mes collègues disaient, c'est que cet accompagnement et ces diagnostics, il faut qu'ils puissent être déclenchés à tout moment et pouvoir interroger les familles, je parle beaucoup des familles, mais les enfants, pour détecter ces troubles avec des questions qui sont simples, que l'on peut faire dans la consultation, des indicateurs quand les enfants sont scolarisés. Désolé, ce n'est pas parce que l'école sait tout, mais l'école peut être un très très bon indicateur. Un enfant qui est à l'école maternelle et qui a une épilepsie et qui ne prend pas le crayon pour faire un rond, il ne faut pas, je veux dire, c'est clair qu'il faut évaluer un peu mieux. Et je dis toujours aux parents, l'évaluation n'est pas une condamnation. Il y a aussi ce côté-là. L'évaluation, c'est pour voir où sont les points forts, et ça commence par ça, pour pouvoir les utiliser, les travailler. Où sont les points faibles pour les rééduquer, et même parfois, on parlait de parcours de vie, de pouvoir les contourner, parce qu'on ne pourrait peut-être pas les améliorer drastiquement, et suivre ce point, et on va avoir d'autres sessions, et voir comment on peut adapter. Là aussi,
nous avons la chance, pour ces troubles cognitifs, pour ces troubles psychiatriques, de pouvoir adapter la scolarité, de pouvoir adapter l'environnement éducatif du patient. Et c'est quelque chose que je pense majeur et que les parents, les familles doivent comprendre et être proactifs avec l'école, avec les médecins, avec les soignants. C'est vraiment ce qu'on demande. Justement, est-ce que vous donc ça voulez va faire boucler partie, voilà, je crois que vraiment pour synthétiser un petit peu tout ça, je dirais que vraiment, alors nous on est collaborateurs sur le versant social, puis on travaille main dans la main avec les médecins et on les remplace certainement pas. Mais et puis c'est pas vous que je vais convaincre, c'est l'ensemble de tous les neurologues. Il faut vraiment vraiment être attentif à toutes ces comorbidités pour empêcher le patient d'aller plus mal. Enfin, je ne sais pas si je m'exprime clairement, mais vraiment, on ne peut pas banaliser ces comorbidités. L'épilepsie, ce n'est pas juste les crises, l'intensité, la fréquence, etc. Bien sûr que c'est important, mais après, tout ce qui concerne les comorbidités, c'est pas banal pour moi. Je suis une ancienne migraineuse, je sais qu'il y a beaucoup de patients épileptiques qui souffrent de migraines. Bon sang, c'est dur, quoi, c'est difficile. Alors, il y a des médicaments qui sont très efficaces. Vous me direz, c'est encore des médicaments. Ben oui, mais bon, s'il va mal parce qu'il a la migraine tous les jours, essayons de savoir pourquoi il a la migraine et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer tout ça. La dépression, elle est là souvent, moi, je trouve. C'est pas banal. L'épilepsie, c'est pas une maladie bénigne, mais les comorbidités sont épouvantables. Donc vraiment, faisons attention à tout ça. Nous, je ne sais pas si je peux passer à... D'ailleurs, ma diapo, ce n'est pas la bonne. Il faut revenir en arrière. Là, c'est bon, mais c'est sûr qu'on... Bon, c'est pas grave, de toute façon. Non, c'est pas ça. Mais c'est pas grave. Il faut vraiment... grosso modo, il faut qu'on identifie et qu'on traite vraiment les comorbidités. Je dirais même autant que l'intensité et la fréquence des crises. Donc, mieux prendre en charge l'épilepsie. Et les recommandations de la Haute Autorité de Santé, bon sang, elles sont là. Il y a juste à les appliquer. Alors, ça pourrait être facile. Ça paraît facile de dire ça. Et vous vous demandez pas mieux. Mais si on avait un petit peu plus de monde, un petit peu plus de moyens et un petit peu plus de budget, je pense qu'on se porterait quand même pas trop mal. Donc, Hélène, est-ce que je peux me permettre de rebondir sur ce que tu dis en tant que patiente ? Mais tu n'as peut-être pas fini ton speech. Comment ? Si, je rebondis. Non, vas-y. Après, je passerai à ce qu'on veut vraiment. C'est pour ça que je me permets juste de faire un petit mot en tant que patiente. Et juste pour l'anecdote, moi, je me souviens, donc j'ai commencé mes crises. J'en avais de plus en plus. J'ai enfin eu le diagnostic. J'ai vu un neurologue qui m'a mis sous Keppra. Là, je faisais plusieurs crises par jour, puis par grappe. Enfin, vous connaissez ça sans doute. Donc, plus on en fait, plus on en fait. Et là, effectivement, alors je suis plutôt d'un allant joyeux, extraverti, vous l'avez peut-être remarqué, enfin voilà. Et puis là, dépressive totalement, j'avais des idées suicidaires, j'avais donc une mémoire de poisson rouge, et comme j'avais lu la notice du Keppra, j'avais lu tout ça dans les effets secondaires. Donc je me suis dit, c'est normal. Du coup, banalisation. Parce que mon neurologue ne m'a pas dit PS, vous allez peut-être avoir des petits effets secondaires, des petits changements. Donc c'est normal. Et puis au bout de quelques mois, je me rappelle, je dis non, vraiment, ça ne va pas du tout. Je dis là, je fais toujours 3 crises par jour. Et puis par contre, j'ai envie de me jeter sous un pont dès que je passe le pont pour rentrer chez moi. Donc il faut faire quelque chose. Et là, effectivement, un petit dialogue s'est instauré. Ah oui, on ne va pas forcer votre talent. Si effectivement ça ne va pas, on va essayer une autre molécule. Mais moi, ce qui m'a effectivement marqué, c'est que j'aurais aimé qu'on me prévienne de ces effets secondaires potentiels. Où est l'œuf, où est la poule ? Ça se trouve aussi, une partie était liée au fait de faire 3 crises par jour, ça fatigue, etc. Et peu importe, finalement. En tout cas, il y a un joli micmac qui fait que c'est un petit moment pas très sympathique, généralement, pour les patients dans ces phases de down. Et du coup, j'aurais aimé qu'on me prévienne. Et aussi, mais pourquoi mon neurologue ne m'a pas dit, mais OK, essayez peut-être un peu de méditation ?
un petit peu de sport, parce que là, vous êtes complètement déprimé. Au-delà du traitement de l'épilepsie, c'est ce que vous disiez très bien. Mais voilà, on peut aussi parler de tout ça et d'autres outils, d'élargir la boîte à outils pour le patient. Et donc voilà, je me permettais du coup de rebondir là-dessus. Ça fera peut-être le lien avec la suite. Peut-être, docteur Arthuis, sur cet aspect-là, 2 secondes. C'est-à-dire cette notion un peu justement de fréquente, de fatalité. C'est-à-dire, vous me disiez au téléphone, finalement, l'épilepsie finit par entièrement déterminer l'identité de ces personnes qui voient que les traitements peuvent entraîner ça. Bon, entre guillemets, c'est foutu. C'est objectivement en plus avec le diagnostic les problèmes de conduite, les problèmes de boulot. Enfin, il y a un contexte qui est objectivement très difficile. Et donc, ça bloque alors que vous objectivez. Ah oui, pardon. Et un très grand changement, les antidépresseurs, avant, on pensait qu'il ne fallait pas. Et ça aussi, ça fait partie des bénéfices que vous connaissez aujourd'hui, que ça peut, au contraire, être utilisé, amélioré. Allez-y, pardon. Pas de problème. Oui, donc tout à fait. Les antidépresseurs, donc quand ils sont indiqués, parce que toute dépression légère, par exemple, ne se traite pas par antidépresseurs. Il y a plein d'autres méthodes douces, entre guillemets. Mais si vous avez une dépression d'intensité plus sévère, où il y a vraiment une incapacité de se lever, beaucoup d'idées suicidaires, il ne faut pas hésiter à prendre ces traitements qui sont très efficaces. Surtout dans l'épilepsie, parfois, ils vont améliorer en fait l'épilepsie parce qu'il y a des voies communes au niveau neurobiologique, au niveau de la sérotonine, qui peut être anti-épileptique en réalité, alors que pendant longtemps, et y compris sur la notice des antidépresseurs, il est écrit qu'il y a un risque de majorer l'épilepsie. Donc la plupart des médecins sont réticents, la plupart des psychiatres le sont aussi, donc on a tout un travail à faire d'information et aussi sur les antipsychotiques pour la psychose, où même moi quand j'ai commencé dans le service, j'avais très peur de prescrire ces traitements. Ouais. Et voilà, ça fait 5 ans que je prescris des antidépresseurs et il n'y a pas de problème. Voilà, ils ne vont pas moins bien. Au contraire, l'antidépresseur, il va booster le système de réaction au stress. Donc du coup, comme le stress, c'est quand même, on a vu, très important dans l'apparition des crises, on va aussi être synergique sur cette voie-là. Donc vraiment, ça peut, surtout quand il y a l'anxiété des crises qui s'installe, parce que le fait de vivre des crises, c'est très anxiogène parce que ça fait peur. Et donc du coup, il y a une vigilance aux crises qui s'installent et qui, on pense peut-être, pourrait favoriser finalement ce cercle où les crises appellent les crises. Donc c'est vrai que parfois, médicamenter pour casser cette boucle-là, c'est vraiment une solution. Il y a aussi les méthodes. Le sport, la méditation, chacun fait ce qui lui fait du bien et il faut le faire. La thérapie, vous disiez en fait, l'intérêt d'avoir des diagnostics psychiatriques, ça peut aussi permettre d'accéder à des filières de soins. Et alors, c'est ces filières de soins, vous en parliez pour la gynéco, mais ces filières de soins épileptopsie qui n'existent pas vraiment encore, mais qui seraient intéressantes à penser. Effectivement, et la psychologie et la psychothérapie, le fait d'apprendre à se connaître, à comprendre ses émotions, parfois à comprendre le lien entre ses émotions et ses crises, peut-être comment jouer sur ça, peut aussi améliorer l'épilepsie. La thérapie cognitivo-comportementale de la dépression améliore aussi parfois la fréquence des crises. Alors les résultats sont parfois contradictoires, mais moi, dans ma pratique clinique, c'est ce que je peux voir avec les patients. Et même si ça n'améliore pas les crises, ça peut déjà apporter du bien-être. Dans tous les cas, ça améliore la qualité de vie. Ouais. Et la qualité de vie, on sait qu'elle est plus liée finalement à ces facteurs psy, donc dépression, anxiété, parfois PTSD, donc le syndrome du stress post-traumatique aussi, qui est très étudié dans le service par Fabrice et Lisa Sonsin. Donc traiter ça améliore et donc la qualité de vie dans l'épilepsie est parfois plus liée à ça qu'à la fréquence des crises. Donc finalement, on focalise à fond sur la fréquence des crises, alors qu'en focalisant un peu plus sur tous ces aspects anxieux, dépressifs, etc., finalement, on améliore plus le vécu de la personne. Mais ça, c'est aussi le problème du tabou de la santé mentale qui est en train de devenir une priorité nationale. Donc là, je vais prêcher pour ma paroisse. Voilà. Voilà. Et en fait, on a tous du mal, même nous les soignants, à parler de notre santé mentale. Et je crois qu'il faut qu'on arrive tous à dire quand on est moins bien, mieux aussi au niveau de ses émotions, etc. Comme tous ces films, là, vice-versa, invitent à le faire. Il y a un changement de paradigme aussi dans la société sur ça.
Et il n'y a pas plus de honte de parler de ça que d'autres choses, je pense. Il faut arriver à dédramatiser la santé mentale. Aussi chez les épileptiques, bien entendu, qui parfois sont tellement habitués pour le coup à parler de leur crise qu'ils ont du mal à parler d'autres choses. Et bon, moi, voilà, j'essaye de un peu casser ces barrières-là aussi de ma place. Voilà. En fait, vous prêchez pour notre paroisse à tous. Voilà. En même temps, une vie, on parle beaucoup de stress, une vie sans stress, actuellement, c'est quand même super difficile. Hein. Mais en tout cas, pour en revenir à l'écoute des patients, je dirais qu'il faut faire attention à l'écoute des patients, mais aussi des proches, parce que parfois, les patients n'ont pas conscience de tous ces effets délétères. Et c'est surtout les proches qui se rendent compte qu'il y a peut-être une petite dépression, là, il y a quelque chose. Et du coup, il faut aussi écouter les proches. Et si vous pouvez dire vos besoins, enfin vos conclusions, absolument. Parce qu'il ne nous reste plus que 5 minutes. Alors en 5 minutes, je vais avoir le temps de dire que... Non, parce qu'il faudra quelques questions. Oui, la priorité, c'est on demande simplement l'application des recommandations de la Haute Autorité de Santé. Vraiment. Elles ont le mérite d'être là, elles sont super. Bon sang, donnez-nous les moyens d'aller plus loin et de les appliquer. La nécessité du bilan neuropsychologique est aussi important. Alors je sais qu'on ne peut pas en faire à tout va, mais quand il y a un gros problème, voilà, il faut que ce soit suivi. Donner les moyens, pour moi, c'est super important de développer les services d'éducation thérapeutique du patient. Pour moi, il n'y en a pas assez, c'est clair. Développer peut-être le rôle des infirmières en pratique avancée. Ce qui m'embête un peu, c'est qu'on va former des IPA, donc des infirmières en pratique avancée, mais on va aller déshabiller Pierre pour habiller Paul. Donc si c'est pour la sortir d'un service, pour la mettre dans un autre, il y a un gros problème. Donc développer les IPA. Ils se débrouillent, ils font n'importe comment, mais ils les développent. Et puis, surtout, et là, je suis désolée, mais on prêche pour notre paroisse, donner les moyens aux associations de patients pour former à l'écoute, créer du lien et proposer des ateliers aux patients. Quand on aura fait ça, on souffrira peut-être moins de stress, d'isolement, et on pourra peut-être avancer avec les patients et leurs familles. Voilà, grosso modo, c'est ça. Et alors, désolé, il reste quelques minutes pour la salle, oui. Oui, merci Philippe Moreau du Loiret. J'ai écouté avec beaucoup d'attention et en fin de compte, il y a beaucoup de cases et vous nous avez mis, alors moi je suis parent d'épileptique, vous avez déterminé beaucoup de cases à l'intérieur et je dis où est l'être, l'épileptique au milieu qui est avant tout une personne. Et alors, c'est vrai que le constat médical est important, la recherche est importante, mais je crois qu'il ne faut pas perdre de vue l'être humain. Et tout à l'heure, Madame en a parlé brièvement au niveau sociétal. Je crois qu'aujourd'hui, c'est avant tout un des gros problèmes. Et Docteur Nabou, vous parliez tout à l'heure de nous dire il faut être proactif sur les choses, il faut faire ci. Mais vous imaginez, je suppose, mais la charge que ça représente pour les parents, pour les aidants, qu'on doit mettre beaucoup plus, et je partage l'avis avec Hélène, beaucoup plus en avant que ceci. Et je serais tenté de dire où est l'écoute, parce qu'à chaque fois, on est très, très, très isolé. Et je ne vous parle pas lorsqu'on est en pleine ruralité. Et à ce jour, c'est ce qui manque. Et je pense que c'est l'axe fort qu'on doit faire et sur lequel on doit s'appuyer pour changer en partie la société. Alors, c'est un vœu pieux de changer la société, mais il faut accepter et faire accepter l'accessibilité sur ça. Hier, je ne sais pas si vous savez, mais enfin, je suppose il y avait une opération qui s'appelait DuoD. Et la question qu'il faudrait se poser, c'est combien d'entreprises, combien de collectivités ont accueilli une personne en situation de handicap. Et alors bien sûr, je participe à tous les séminaires, les colloques et autres.
Et à chaque fois, on a plein de bonnes choses, mais on reste beaucoup sur des vœux. Et tout à l'heure, Hélène, que je connais depuis fort longtemps, a parlé aussi avec son cœur. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à plus faire parler avec notre cœur et à faire parler les politiques aussi avec leur cœur. Moi, je suis très impliqué au niveau politique. Avec Christophe, on a approché de très près le directeur de cabinet du ministère de la Santé, où nous sommes. Après des mois et des mois, les gouvernements changent, les directeurs changent. Depuis 2 ans, on en parle. On nous dit c'est bien, il faut changer, vous avez raison, c'est super. On a un nouveau ministre, un nouveau DIRCAB. Et la prochaine étape, c'est on en reparle ou on agit. Merci. Alors. Donc, bonjour à tous. Moi, j'aimerais poser une question. Comment faire la différence entre les effets secondaires ou les j'ai oublié le mot. Multimorbidité. Voilà, pardon. Et tout simplement la personnalité de la personne, le passage à l'âge adulte. Parce que moi, j'ai commencé mon épilepsie, j'avais 10 ans. Je viens d'outre-mer. Et en arrivant ici, bien sûr, il y a le stress d'une grande ville, le début du travail. Donc, comment faire cette différence ? On devrait avoir fini. Donc, je continue, ça revient pareil. Et j'ai un fils qui a 16 ans. Et ça fait 4 ans qu'il a l'épilepsie. Et il est suivi par des neurologues, mais tu y vas, tu dis ce qu'il a, médicaments. Il fait des crises, il fait des crises, oui, combien de fois? Donc, on te demande juste par rapport à ça. Et après, c'est à toi de dire, il a un problème d'apprentissage, il a un problème de tel, il a un problème... Donc, c'est les parents qui diagnostiquent le problème des enfants. Après, il y a l'école. L'enfant qui travaillait à l'école a un problème de mémoire, d'apprentissage. Et comment nous, parents, on peut faire pour que cet enfant-là puisse trouver sa place? On dit l'école pour tous, mais comment l'école pour tous avec une école normale et un enfant qui avance en décalant? Donc voilà. Du coup, merci pour vos témoignages. Pour répondre sur quelle est la part de la personnalité de ce qui est induit par les médicaments, souvent je demande aux gens de me dire est-ce que c'est apparu à l'introduction du traitement ou est-ce qu'ils étaient déjà comme ça? Parce qu'on va avoir tendance à attribuer aux médicaments parfois les problèmes, là où c'est en fait part de la personnalité ou voire carrément une autre pathologie associée. Donc souvent, s'il y a eu un avant-après, moi, ça va m'indiquer quand même que c'est globalement le traitement. Après, le même traitement ne va pas avoir les mêmes effets, comme vous disiez tout à l'heure, selon les périodes de la vie. Donc en effet, peut-être qu'à un moment, il a été très bien supporté, qu'il va falloir le questionner. Et il n'y a qu'en faisant peut-être des changements, en voyant un peu comment ça se passe, et qu'on va voir que ça va mieux, et qu'on va voir... Mais malheureusement, c'est ce tâtonnement en partenariat avec le patient qui va vous répondre. Et c'est pas, il y a pas, malheureusement, chaque médicament agit différemment selon chaque personne. On a des grandes lignes sur les effets secondaires, mais c'est très patient dépendant. Enfin, moi, c'est ce que j'ai, parce que moi, j'entends beaucoup les effets secondaires. Du coup, je change pas les antiépileptiques, mais voilà. Par rapport à votre question sur votre enfant, je comprends, c'est très difficile. Je sais pas. En tout cas, il y a des aménagements aussi à l'école peut-être à faire. Oui. Non, mais moi, je vais revenir sur le premier point. Et nous sommes dans un domaine où nous n'avons pas de marqueurs objectifs. On ne peut pas faire un examen de sang, vous me l'accordez, pour dire que la glycémie, elle est montée, elle est descendue. Donc, il y a un facteur, d'où l'importance de discuter, d'où l'importance du temps, d'où l'importance de verbaliser, de demander
d'adresser, de se faire aider par des spécialistes, de faire des tests, de faire du dépistage de ces problématiques. Et par moment, quand on trouve que le problème devient important, et important pour le patient. Monsieur disait, il faut remettre le patient au centre. Moi, je pense que nous sommes tous là et tout ce que nous faisons est autour du patient et de la famille et on n'est pas d'un côté ou de l'autre. Donc, il y a un moment où il faut le tâtonnement. Moi, je ne l'appelle pas tâtonnement, je l'appelle la démarche dont on a besoin dans des problématiques où nous n'avons pas aujourd'hui des tests objectifs, des dosages par rapport à ces problématiques. En psychiatrie, vous avez tout à fait... Voilà, pour nous, en psy, on est tout le temps en train de questionner sur comment le patient vit sa molécule, en fait, parce que, en fait, on va avoir des grandes lignes, mais chaque personne va vraiment vivre le médicament différemment, et c'est lui qui va nous donner aussi son ressenti. Alors, des fois, notre rôle, c'est quand même de dire, vous êtes sûr que c'est le médicament ? Il y a peut-être d'autres choses, et puis des fois, c'est d'écouter son ressenti et d'aller essayer une autre molécule. Je pense que sur ça, nous, on a plus peut-être l'habitude, mais je pense qu'en épilepto, c'est aussi une démarche qui peut être... Et pour l'école, je ne sais pas, si tu veux répondre pour l'école, parce que madame... Ouais, je peux répondre sur l'école, mais déjà sur les effets secondaires, je sais qu'on n'a plus beaucoup de temps. Non, on a fini. Ouais. Bon, après, il y a une chose à dire sur l'effet secondaire, c'est arrêter le traitement et voir si l'effet secondaire, il persiste ou pas. Et des fois, on s'aperçoit qu'on arrête le traitement et la problématique qu'a le patient, il était déjà présent auparavant. Donc aussi, on pourrait discuter... avant de mettre en route un traitement, de regarder un peu comment il est le patient auparavant et de ne pas choisir certaines molécules qui peuvent favoriser certains troubles. Mais il faut avoir le temps de faire ça, l'analyser auparavant et prendre le temps. Sur l'école, c'est sûr que sur l'école, on pourrait prendre 1 heure sur l'école. On en parlera un peu cet après-midi. Bien sûr qu'il faut travailler avec l'école, avec la neuropsychologue et aider par rapport aux problématiques de l'école. Et bien sûr qu'il faut travailler sur ça. Il y a eu des efforts qui ont été faits grâce au PAI, au PPS. Il y a eu beaucoup d'éléments nouveaux qui ont quand même avancé. Parce que souvent on dit, mais qu'est-ce qu'il y a eu comme nouveau ? Qu'il y a eu un PAI national où on peut mettre un médicament d'urgence. Ça a quand même aidé aussi les choses aussi sur l'école actuellement, quoi. Voilà. Je me permets juste de rebondir parce que j'ai trouvé que votre question était magnifique. Comment donner une place à un enfant ou un adulte dans un monde normal et une place à quelqu'un qui va être atypique ? Moi, j'ai trouvé que votre question était superbe et toutes les personnes qui sont ici aujourd'hui, on est tous d'accord pour le faire, mais c'est vrai que parfois, dans d'autres espaces, avec d'autres neuros qui ne sont pas forcément à l'écoute, et je ne veux pas généraliser, avec certaines écoles, ça va dépendre sur est-ce qu'on va tomber sur un prof génial, est-ce qu'on va tomber sur une neuro géniale, est-ce qu'on va tomber sur un soignant, une ostéo qui va nous dire mais oui, et fais-toi un suivi psy, etc. C'est les hasards, et là-dessus, c'est pas juste, parce qu'on a des périodes de notre vie où on ne va pas rencontrer les bonnes personnes qui vont nous tirer vers le haut. Donc, continuons à en parler et prenons cette place-là, quoi. Prenons cette place, nous, patients épileptiques, nous aidants, nous, familles, parce que des fois, on ne va pas forcément nous la donner. En tout cas, je trouvais que c'était une très, très belle question. Et il y a un monsieur qui veut parler, mais je ne sais pas si on a le temps. Le problème, c'est que le temps est déjà largement dépassé. Oui, en fait, on doit reprendre dans 9 minutes, donc c'est votre pause aussi. Alors, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Alors, je voulais vous poser cette question. Je voudrais juste savoir, parce que ça fait déjà quelques années que j'étais en ESAT. J'ai constaté pendant toutes les années où j'ai passé mon temps en ESAT qu'il n'y avait aucune personne qui encadrait cet ESAT en question, dans le 11e arrondissement, qui connaissait justement la maladie qu'on appelle l'épilepsie, qui ne connaissait pas du tout, qui ne savait pas comment gérer les différentes situations. Et justement, c'est l'une de mes collègues qui, elle aussi, connaissait vraiment cette maladie qui est venue à mon secours X fois. Donc, je voudrais juste savoir, principalement, est-ce que, principalement à ce niveau-là, est-ce qu'il ne faudrait pas plus essayer, justement, de transmettre, justement, dans ce genre d'établissement, les informations, faire vraiment passer l'information afin que les personnes qui encadrent les travailleurs en situation de handicap et principalement qui sont touchés par cette maladie en question puissent être vraiment aptes à encadrer ces personnes sans trop de complications par la suite.
Alors déjà, écoutez, c'est aussi le travail des associations. On va et on sensibilise. On n'arrivera jamais à rien sans vous. Je le dis, je me glisse. C'est adhérer à l'association. Venez nous rejoindre. Donnez-nous cette force, ce poids. Quand on dit qu'il y a 1000 adhérents ou 4000 ou 10 000, c'est pas du tout pareil. Si vous voulez qu'on soit entendu, si vous voulez qu'on continue ce travail, il nous faut des moyens et il nous faut des voix. Et merci en plus parce que votre réponse, vous l'aurez. Excusez-nous, là du coup c'est une invitation à vous engager. Oui, mais la réponse, vous l'aurez, c'est juste la table ronde d'après. Vous nous avez fait la meilleure transition possible. Ça va être évoqué. Merci. Juste après.